Bon, tout le monde entend bien? C'est bon? Oui. Alors voilà, on va commencer ce cycle de conférences nommé le divan et la plume, qui tourne autour de la correspondance Fred Ferenczi et qui a été organisée en partenariat entre l'ASREF NLS, l'Institut d'histoire de la médecine et de la santé publique et puis le département de psychiatrie du CHUV. Alors ça c'est la première correction. Moi j'avais mis ici du pas CHUV, c'est le DPCHUV, puisqu'ils ont changé de nom depuis quelques temps. Il y a quelques autres changements dans le programme. C'est la conférence de Falzeder ne sera pas le 28 janvier, mais le 21 janvier. Et puis la prochaine conférence, celle de Jean-Daniel Matet, en décembre, sera à 20h et pas à 19h. Toutes les autres seront à 19h et toutes les autres seront aussi à la Fondation Claude Verdon, à l'exception de celle de, je crois que c'est, de Jacques Gasser et Vincent Barras, le 14 avril, qui sera aussi ici, 15 avril, qui sera aussi ici, Jequié Deutsch. Voilà, je crois que ce qui concerne les changements. Tous les changements? Oui, juste 15 janvier. Voilà. 15 leur conférence. Leur conférence 15 avril, ici à Jequié Deutsch. Et la prochaine, celle de Mater, 20h, à la Fondation Claude Verdon. Okay. Donc, je tiens à remercier à ceux qui ont aidé à organiser, surtout Francesco Panese, qui a été directeur de la Fondation Claude Verdon, qui était très actif, mais aussi Vincent Barras, Jacques Gasser et puis Marlène Benitez. Alors voilà, je crois qu'on peut commencer. C'est Marlène qui va nous parler de... Alors, voilà. Je ne sais pas, ça sert à quelque chose, ça, ce micro, si vous dites que oui. Oui. Alors, en venant ici, en fait, je me posais la question de savoir si... J'avais encore une dernière chose. Je vais faire passer une feuille, en fait quelques feuilles là que vous pouvez prendre, mais il y aurait une où vous pouvez noter vos mails pour les prochaines informations concernant les prochains changements. Voilà. Oui, c'est bon, c'est pas sûr. Hein. Justement, la question que je me posais en arrivant, c'était de me dire... j'avais eu peur. Je me disais, oh là là, j'arrive de Paris, si je perds des feuilles, enfin bon... qu'est-ce que ça voudra dire? Et je pensais à Ferenczi, en me disant, qu'est-ce qu'il aurait dit, lui, en fait, de ce genre d'acte manqué. Et je crois que c'est un peu ça qui va nous intéresser ici, c'est comment Ferenczi veut un peu quand même dépasser, contourner un certain nombre de choses par rapport à la psychanalyse, mais en même temps, moi j'ai été extrêmement séduite, je veux dire, enfin, je ne sais pas si on ose dire ça avec Ferenczi, parce que ça peut tout de suite prêter à conséquence. Mais voilà, donc je me suis posé aussi la question en me disant, en fait, de cette correspondance, comme des correspondances d'ailleurs de Freud, on peut faire plusieurs lectures. Alors il y a une première lecture qui est une lecture très rassurante, qui est celle de nous identifier aux grands hommes, en se disant qu'ils sont simplement comme nous, et que c'est agréable en fait de voir qu'ils ont peur, qu'ils ont des problèmes d'argent, qu'ils ont des problèmes de famille, qu'ils ont toute une série de problèmes comme ça. Et puis alors il y avait aussi un autre
une autre lecture qu'on peut faire et qui est celle de cette atmosphère, en fait, début de siècle, où ces hommes, Freud, Ferenczi, ils sont dans une atmosphère un peu, qu'on pourrait dire aujourd'hui, désuète, prennent des transatlantiques pour aller aux États-Unis. Freud imagine qu'il va jeter son haut de forme du haut du bateau. Ils analysent leurs rêves sur le pont. Ils vont au bain à Baden, je ne sais où encore. Ah oui, à Flims, pas très loin, à l'hôtel Valda. Enfin voilà, donc il y a toute cette atmosphère aussi très attachante. Et je dois dire que moi, la première chose qui m'avait séduit dans les correspondances, c'était les voyages. Les voyages qui avaient été d'ailleurs la première lecture que j'avais faite, où j'essayais de relier les voyages, chaque voyage, avec une avancée dans la théorie analytique. Donc j'avais fait des entretiens sur France Culture, il y a eu un petit livre épuisé, mais enfin, il n'y avait pas non plus un tirage comme Harry Potter, mais enfin, il est épuisé quand même, et j'espère pouvoir le rééditer. Maintenant, donc, effectivement, il y a aussi alors une autre lecture littéraire. Alors je dirais que le professeur de littérature de l'Université de Lausanne aurait adoré, M. Danton, qui est la lecture omnisciente, qui est de se dire, en fait, c'est assez bien parce qu'on sait ce qui s'est passé. Quand eux, ils parlent de la guerre, ils pressentent, mais nous, on sait que ça a eu lieu, alors évidemment. Hein. Et ils sont là dans leur... alors c'est vrai que Freud ne veut pas croire à la guerre. Ferenczi est dans ce sens-là finalement beaucoup plus réaliste. Et c'est vrai que c'est une lecture aussi très, très satisfaisante parce qu'on voit les faits dans l'après-coup, évidemment. Voilà. Et puis alors il y a aussi leur goût littéraire. Et ça, vous pouvez aussi suivre le film. Alors c'est des goûts littéraires qui sont plus les nôtres, peut-être. C'est Ibsen, beaucoup. C'est La Dame de la Mer. Vous voyez, j'ai cherché pour le lire. Ben, il n'est plus en parution, là. Il y a Anatole France, le livre de mon ami. Bon, il y a Shakespeare, bien sûr, mais enfin, il y en a tant d'autres. Goethe, voilà. Mais voilà, donc c'est aussi, donc il y a plusieurs fils qu'on peut tirer de cette correspondance. Et alors il y a aussi, hein, pour ceux qui n'ont pas la psychanalyse, il y a une lecture critique extraordinaire. C'est une mine, cette correspondance, parce que tout est faux. C'est-à-dire qu'ils ne font que des choses qu'il ne faudrait pas faire, comme par exemple tombe amoureuse de sa patiente, il l'envoie chez Freud, prétend amoureux de la mère, donc ça c'est ce qu'on connaît bien sûr, qu'il envoie aussi chez Freud, voilà. Donc il y a aussi tout ce qu'on ne devrait pas faire et qui peut être une lecture très critique de la psychanalyse. Voilà, mais bon, alors moi j'ai envie de répondre à ça évidemment qu'ils inventaient. Donc tout était totalement, leurs errements étaient totalement légitimes. Ce qui était très important, c'était cette curiosité sans faille, y compris même pour la télépathie, à un certain moment. Ferenczi qui se rend chez une dame, il explique à Freud, il est enthousiaste, et il pense qu'elle lit l'avenir, enfin voilà. Donc il y a tout ça, c'est-à-dire c'est vraiment en train de se faire, la psychanalyse est en train de se faire, de s'inventer. Et c'est ça qui est tout à fait passionnant. Et voilà, donc, et c'est aussi l'édification du mouvement psychanalytique. Mais ça, c'est Renate Seidel qui vous en parlera. Ferenczi est présent, il s'en méfie énormément, et malgré ses réticences, il s'engage totalement là-dedans. Alors on va situer l'action, nous sommes en 1908, de 1908 à 1933. C'est vous dire, c'est pratiquement l'histoire de la psychanalyse, 1908-1933. Freud a quitté Fils, et donc là c'est une grosse déception. Nous sommes juste avant la Première Guerre mondiale, et la correspondance se termine à la veille de la Deuxième.
Le soir, donc après ces séances, Freud écrit 12 séances et il écrit 1100 lettres, rien qu'avec Ferenczi, sans compter les autres correspondances. Alors, bon, je ne vous mentionne pas tout le monde, Jung, Jones, Frank, Rodek, Abraham, Londres, Salomé, Zweig, et j'en oublie. Mais Ferenczi est quand même le correspondant privilégié de Freud. Privilégié d'ailleurs à plus d'un titre, car même au moment de leurs divergences les plus profondes, Freud continue à lui faire confiance. Après sa mort, il en fera l'éloge. Et encore, pour la publication du journal clinique, Freud aidera à la publication et au financement du journal clinique. Enfin, devant les innovations un peu intempestives, il faut dire, de Ferenczi, bon, il est plus jeune, Ferenczi, mais pas de beaucoup, il a 17 ans, de moins que Freud. Freud conserve à Ferenczi, il me semble, son statut d'exception. Il lui dit, oui, enfin, si c'est vous, d'accord. Mais imaginez que ça se généralise. Il y a toujours cette petite réticence et en même temps confiance de Freud à Ferenczi. Lacan, alors, avant de parler de Lacan, évidemment j'en meurs d'envie, mais je voulais encore vous dire que ce qui m'a paru intéressant, c'était que la question du tact était au centre de leur relation. On va le trouver tout à fait au début, vraiment dans la première lettre, et on va le trouver au milieu, on va le trouver à la fin. Et vraiment cette question du tact, dont Freud aimerait bien savoir un peu plus de ce tact. Mais c'est ce qui contribue tout de même à donner à Ferenczi ce statut d'exception. Alors, qui est Ferenczi? Je ne vais pas vous faire une biographie. Bon, c'est une famille qui s'appelle Frenkel au départ, qui deviendra Ferenczi avec un I, et non avec un Y, qui lui aurait donné un statut aristocrate, mais le père n'en veut pas, c'est un démocrate. Il a 11 enfants, il fait vivre, il meurt quand Ferenczi a 17 ans. Et c'est la mère qui continuera à élever cette nombreuse famille. Alors Lacan donc fit Ferenczi à plusieurs étapes de son enseignement, notamment au cours de son séminaire sur le transfert, mais aussi dans l'envers de la psychanalyse, et dans un texte des écrits qui s'appelle « Du sujet enfin en question ». Mais de Lacan, on retient cette citation qu'il tire, donc qui est dans Variante de la cure type, un article de 1966, et Lacan se réfère au Ferenczi du lumineux article « Élasticité de la technique psychanalytique », un article de 1928. Ferenczi, l'auteur de la première génération, le plus pertinent à questionner ce qui est requis de la personne du psychanalyste, et notamment pour la fin du traitement. Ce qui est requis de la personne du psychanalyste. Je crois que c'est ça, effectivement, la notion clé. C'est sur la responsabilité du psychanalyste que va porter l'essentiel du débat. Donc, au début, Ferenczi avait lu les mots d'esprit. Il va s'exercer sur les devinettes, qui aiguisent-ils, dit-il, le sens de l'interprétation des rêves et des symptômes. Il est totalement convaincu par Freud. Début du transfert, dirions-nous. Et la question du transfert est celle qui va être au centre de leur débat. Alors, les questions psychanalytiques vont les rassembler et les séparer. Alors, sur la question du transfert, donc, Jean-Daniel Maté, justement, le 10 décembre, vous en parlera davantage. François Ansermet vous parlera, lui, du texte, donc, Confusion des langues, développera les notions de sens et jouissance. Et la fin de l'analyse, qui, vous le savez, est une question difficile pour Ferenczi. Freud disait une cure terminée n'est pas une cure finie. Voilà. Et donc c'est ça que je souhaitais qu'il vous en parlera le 17.
Alors, on a dit, et c'est vrai, que les points les plus importants de la théorie qu'il a évoquée avec Freud sont ceux qui ont fait symptôme pour lui, et dont il n'est pas arrivé à se défaire. Mais ça ne va pas être mon angle de vue, je ne m'apprête pas à faire l'analyse de Ferenczi, de ce transfert interminable, de celui dont on a dit qu'il était un fils-père. Alors je prends par le début. Première lettre, 18 janvier 1908. Ferenczi écrit à Freud. Je suis sur le point d'exposer l'ensemble de vos découvertes devant un public de médecins, pour une part totalement ignorant en la matière, pour une autre faussement informé. Je ne perds pas de vue votre axiome. Pour être vrai, il faut tenir de son auditoire aussi. Il faut tenir son auditoire aussi. Ne me présenterai-je tout d'abord que des faits évidents, faciles à comprendre et par la même convaincants. Quoi qu'il en soit, c'est une tâche très difficile. En les bousculant sans tact, je ne pourrai que nuire à la cause. Je veux me montrer un maître, au moins dans l'art de la limitation. Vous voyez là, on a dit le tact et la limitation. Ce que là, il ne saura pas faire. La limitation, il tire ça d'une phrase, c'est une citation de Goethe. La limitation, c'est là qu'on voit le maître. La loi seule peut nous donner la liberté. Donc, tact. Quelques jours après le début de leur correspondance, il est question de l'examen d'une patiente. Il y a une divergence de diagnostic. Elle est sensible au transfert, nous dit Ferenczi, qui apprend une névrosée. Mais Freud diagnostique une paranoïa. Il faut, dit-il, rester dans son délire. Il s'agit d'une Madame Marton. Et Ferenczi se range au diagnostic de Freud. Alors, le texte, effectivement, le plus intéressant, qui est souvent cité, c'est celui qu'a relevé Lacan, qui est celui de l'élasticité de la technique psychanalytique. Ferenczi a le mérite là-dedans, de critiquer sa première période et de critiquer par avance sa dernière période. Il parle de la technique active, qui est sa première période, comme d'une période sadique, et de sa dernière période comme d'une période masochiste. On ne dit pas que ça va être sa dernière période, c'est moi qui vous dis ça, parce qu'effectivement, ça s'applique assez bien. Alors, c'est le 1er janvier 1928, donc 20 ans après sa première rencontre avec Freud, il lui dit « Je vais vous envoyer un petit travail ». Alors, moi vraiment, je vous conseille de le lire, c'est un travail magnifique. Et j'espère que je ne l'ai pas oublié. Non, il est là. Voilà. Alors, il dit, il va donner des conseils de technique. Et alors, il pense déjà, il dit en fait, la prédilection des hommes pour le merveilleux leur fera suivre avec déplaisir cette transformation de l'art de la connaissance des hommes en une sorte de métier. C'était mieux de rester à quelque chose de plus poétique. Enfin, c'est comme ça qu'il voit les choses. Et un peu plus loin, il dit d'abord que ce titre, élasticité de la technique psychanalytique, lui a été inspiré par une patiente qui lui a dit « Il faut, comme un ruban élastique, céder aux tendances du patient, mais sans abandonner la traction dans la direction de ses propres opinions. » Voilà comment il explique ce titre. J'ai acquis la conviction que c'est avant tout une question de tact psychologique, de savoir quand et comment on communique quelque chose à l'analyser. Quand on peut déclarer que le matériel fourni est suffisant pour en tirer des conclusions. Dans quelle forme la communication doit être, le cas échéant, habillée. Comment on peut réagir à une réaction inattendue ou déconcertante du patient, quand on doit se taire et attendre d'autres associations. À quel moment le silence est une torture inutile pour le patient. Vous voyez, avec le mot de tact, j'ai seulement réussi à exprimer
l'indétermination d'une formule simple et plaisante. Mais qu'est-ce que le tact? C'est donc Ferenczi qui dit. La réponse à cette question ne nous est pas difficile. Le tact, c'est la faculté de sentir avec. Alors évidemment que Freud va répondre le 4 janvier. Votre travail témoigne de la maturité réfléchie que personne n'approche, car mes conseils sur la technique, proposés en leur temps, étaient surtout négatifs. Je considérais comme essentiel de faire ressortir ce qu'on ne doit pas faire, de mettre en lumière les tentations qui s'opposent à l'analyse. Presque tout ce qui est à faire, je l'ai abandonné au tact tel qu'il est introduit par nous. Mais ce que j'ai obtenu ainsi, c'est que les obéissants n'ont pas pris note de l'élasticité de ces mises en garde et s'y sont soumis comme à des prescriptions ayant force de tabou. Voilà. Alors Freud donc ajoute aussi vrai que ce soit ce que vous dites du tact, aussi préoccupante me semble la permission sous cette forme. Tous ceux qui n'ont pas de tact, y verront une justification de leur bon plaisir, c'est-à-dire du facteur subjectif, c'est-à-dire de l'influence de complexes personnels non maîtrisés. Il faudrait, à l'intention des débutants, dépouiller le tact de son caractère mystique. Ferenczi répond le 15 janvier. Le tact, tel que je le conçois, ne veut absolument pas être une concession au bon plaisir du facteur subjectif. Encore moins favoriser l'influence des propres complexes non maîtrisés. J'ai prédit, après la période sadique active, la possibilité d'une période masochiste. Donc là, je crois qu'on est vraiment... C'est la Mélanie Klein, ça. Ouais. Et c'est en fait sa première période où il estime que l'interprétation avec le patient au début, le transfert, ça marche. Au bout d'un moment, il n'associe plus librement et il faut le bousculer. Et en fait, il y va un peu au forceps. Première période. Alors, Lacan dit il faut du temps, Freud dit et il faut pas la fureur Sanandi, la fureur de guérir, il faut arrêter avec ça, s'en méfier. Et Lacan dit en fait cette résistance, la situation de cette résistance, la façon dont nous pouvons la qualifier, les instances à quoi nous la rapportons, qu'ont découlé toutes les étapes de la théorie analytique. Et il dit aussi, c'est de la place de l'opérateur, de l'expérience, qu'est l'obstacle. La résistance, elle est du côté de l'analyse, pas de l'analyse. Enfin, au moins, Ferenczi aura repéré l'obstacle. Freud, donc, effectivement, écrit plusieurs textes regroupés dans un petit volume qui s'appelle La technique psychanalytique et qui regroupe plusieurs textes, dont La dynamique du transfert, Observation sur la nombre de transfert, et surtout Remémoration, répétition et perlaboration, un texte de 1914 dans lequel il dit « Nommer la résistance ne suffit pas à ce qu'elle cesse immédiatement. On doit laisser au malade le temps d'approfondir cette résistance, de la perlaborer, de la vaincre, de poursuivre malgré elle le travail selon la règle analytique fondamentale. Le médecin n'a qu'à attendre patiemment qu'autoriser un déroulement qui ne peut être ni évité ni toujours accéléré. Là où Freud estime que la répétition est une manière de se souvenir, Ferenczi prône la provocation. Il veut une activité du côté de l'analyste, il veut accélérer l'analyse, contourner la résistance, ne pas laisser le patient en proie à cette résistance qui revient. Il va obliger le patient, il va aller jusqu'à opérer une soustraction de jouissance, ce qui n'est pas faux d'ailleurs, mais par des interventions un peu intempestives.
Notamment, il y a l'exemple qui est cité, qu'il cite lui-même, hein, en disant qu'il y a une patiente qui a peur de chanter, et il lui dit « Vous allez chanter devant moi ». Comme ça, nous allons contourner la résistance. Donc il y a là quelque chose quand même de très très fort. Et ce qu'on a pu dire, c'est qu'effectivement, Ferenczi est venu par la vérité. Il veut arriver à une exigence de vérité absolue. Alors bon, il y a plusieurs citations. Freud lui répond, il lui dit la vérité, c'est pour la science. En fait, l'exigence de véracité, ce n'est pas dans l'amour, c'est uniquement dans la science. Et Ferenczi, lui, croit dur comme fer. Il dit quand la société aura dominé son côté infantile, des possibilités insoupçonnées de la vie sociale et politique s'ouvriront. Pensez donc seulement ce que cela signifierait qu'on puisse dire la vérité à tout un chacun, au père, au professeur et même au roi. Toute autorité fondée sur le mensonge que l'on s'impose à soi-même irait au diable. L'autorité justifiée resterait bien sûr, mais l'éradication du mensonge, de la vie privée et publique devrait nécessairement amener de meilleures conditions. Lorsque régnera la raison et non les dogmes, parmi lesquels je compte aussi le bon moral, une réconciliation plus adéquate, moins coûteuse et à tout point de vue plus économique entre les intérêts individuels et le bien commun seront de mise. Voilà. C'est un hymne à la fraternité de Ferenczi. Et voilà, Freud l'a appelé donc son vizir secret. Le vizir, c'est le deuxième personnage du sultan, celui qui a le droit d'être dans la salle où il y a les coussins, le diwan, on appelle ça, une pièce remplie de coussins. Bon, alors voilà, nous avons un Ferenczi avec la vérité. Lacan nous dira que la vérité, c'est le mirage que poursuit l'analyse. Et Lacan nous parlera de la vérité menteuse. Vous avez tout, là, le terme du débat. Alcibiade veut un signe de Socrate. Socrate le sait, refuse, lui dit c'est Agathon que tu aimes. Et Freud refusera toujours ce signe à Ferenczi. Alors, la fin de l'histoire, pour l'instant, avant que je donne la parole à Renato, c'est la période que je qualifierais de masochiste en employant les termes de Ferenczi. C'est la confusion des langues. Un texte, alors, de 1932, que tous les gens, tous les psychanalystes autour de Freud lui enjoignent de censurer en disant pas possible, il ne peut pas dire ça au congrès de Wiesbaden. Et Freud dira, de manière assez dure, il dira écoutez, c'est surtout inoffensif et bête, il faut lui laisser dire. Voilà. Alors, dans ce texte, hein, il faut vous rappeler que donc Freud a abandonné la théorie dite du fantasme. Il abandonne la neurotica dans une lettre restée célèbre à fils en 1897 pour la remplacer par la théorie du fantasme. Et c'est ce à quoi en fait va revenir Ferenczi dans ce texte de la confusion des langues. Alors il le dit lui-même, j'ai parlé d'une régression dans la technique qui m'a été imposée par certains échecs ou résultats théoriques incomplets. Donc voilà, donc il revient en arrière. Il va revenir d'ailleurs pour dire que les séductions dont parlent les chrétiens sont vraies, qu'il faut les prendre au sérieux. C'est un adulte et un enfant qui s'aiment. L'enfant a des fantasmes ludiques, comme de jouer un rôle maternel à l'égard de l'adulte. Ce jeu peut prendre une forme érotique,
mais reste pourtant toujours au niveau de la tendresse. Il n'en est pas de même chez les adultes. Bon, là, le texte continue. Bon, je ne vais pas vous en parler davantage, juste pour vous dire que jusqu'au bout, quand il va dire aussi à Freud qu'il embrasse ses patientes, Freud est quand même un peu... méchant. C'est un peu sidéré aussi, quand même. Méchant. Parce qu'il dit à Heitingen, il continue, il veut qu'on soit content parce qu'il joue à la maman avec ses patients. Voilà. Alors il lui dit, vous n'avez pas fait un secret du fait, là nous sommes le 13 décembre 1931, que vous embrassez vos patientes, que vous vous laissez embrasser par elles. Cela, je l'ai entendu dire par mes patients. Alors, quand vous voudrez donner un compte-rendu détaillé concernant votre technique et ses résultats, 2 fois s'offre à vous. Ou bien vous en parlez, ou bien vous le taisez. Vous pensez bien que ce dernier parti n'est pas digne. Ce qu'on fait en matière de technique, on doit aussi le soutenir publiquement. D'ailleurs, les 2 voies vont converger très vite. Même si vous n'en parlez pas vous-même, ce sera rapidement connu. Je le savais avant que vous n'en fassiez pas. Alors, il dit, imaginez quelle sera la conséquence de la publication de votre technique. Il n'y a pas de révolutionnaire qui ne soit surpassé par un plus radical encore. Un certain nombre de penseurs indépendants en matière de technique se diront « Pourquoi en rester au baiser ?» On pourrait certainement obtenir encore davantage en y ajoutant le pelotage, qui après tout ne fait pas non plus d'enfants. Puis il en viendra de plus hardis encore, et qui feront le pas supplémentaire jusqu'à regarder et montrer. Et bientôt, nous aurons inclus dans la technique de l'analyse tout le répertoire de la demi-virginité et des petting parties, avec pour conséquence un accroissement considérable de l'intérêt pour l'analyse chez les analystes et les analysés. Voilà. Écoutez, je pense que je vais en rester là. C'est un peu ça. Mais je vous dis, cela, nous sommes en 1931, et jusqu'à la fin, Freud gardera vraiment toute sa confiance à Ferenczi en disant, bon, c'est vrai qu'à la fin, il est sur une pente glissante. Et je me demande pourquoi lui, ça doit toujours un peu finir avec lui, comme ça, avec ses analystes qui sont si proches de lui, et ça finit toujours un peu par ou des trahisons, des innovations techniques un peu particulières. Voilà. À